Pierre-Louis. Merci Thomas. Du coup, je suis en deuxième année et puis je vais essayer de vous aider un peu en biologie notamment durant cette pré-rentrée. Je vais vous faire le cours numéro 1 et normalement le 4. Je vais vous présenter rapidement le CDP1, la bio, et enfin on va commencer le cours. Le CDP1, c'est l'association étudiante à laquelle vous êtes bientôt inscrits. Vous êtes bientôt inscrits. On va vous aider toute l'année en vous faisant des tutos, c'est des concours blancs, en vous donnant des cours, enfin des fiches, etc. Vous pouvez nous retrouver au deuxième ou troisième étage, enfin vous verrez, il y a le bureau, il y a toujours quelqu'un. Sur le site du C2P1, c2p1.fr, vous trouverez le forum qui a déménagé et tout plein d'informations, vos notes quand il y aura des tutos, vos classements, et puis les informations, tout ce qui est ski P1, plage P1, etc. Ensuite, la bio, l'UE2. Donc l'UE2, c'est composé de la biologie et puis de l'histologie. Nous, on va surtout parler de la bio ici. C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour la bio, 1 tiers d'histo. L'histo, c'est que du par cœur, que des... on va poser telle question, il faudra répondre telle chose, il ne va pas y avoir de questions à se poser. La bio, c'est aussi que du par cœur, mais les exos, ça va être un peu différent, ça va être de la réflexion sur ce que vous allez connaître. Du coup, en ça, c'est une matière assez intéressante et que je vais essayer de vous faire découvrir. Donc la bio concours, c'est 36 questions à peu près, 3 exercices, 2 exos de bio classique et un exo de bio du dev. Donc voilà. On va commencer un cours qui va vous présenter la cellule. Et après, le point intéressant du cours, réellement, ça va être les méthodes d'étude de la cellule. Alors, le plan, pas intéressant. Première phrase du poly de la fac. Première phrase de notre cours aussi. Une cellule, c'est le plus petit ensemble cohérent de vie. On parle d'unité de vie. Chaque cellule a tous les attributs du vivant. Elle se nourrit, elle se reproduit. Elle se multiplie ou elle se spécialise. En général, elle ne fait pas les deux. Et elle meurt. Elle meurt soit de manière programmée, soit de sa belle mort. La mort programmée, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc que vous verrez court et qu'on verra un petit peu tout à l'heure. La cellule définit donc 2 compartiments, un compartiment extérieur et un compartiment intérieur. Le compartiment intérieur est lui-même à nouveau divisé en 2 nouveaux compartiments, de nouvelles membranes. C'est les organites qui ont chacun des rôles particuliers. Il y a les mitochondries, le noyau, le réticulum endoplasmique, où ces organites, ils sont soutenus par un autre organite qui est plus diffus, le cytomotosquelette. Alors, ces organites sont mobiles, ils ont des lieux d'action spécifiques, et le cytomotosquelette leur permet d'être stables dans la cellule, et parfois de se déplacer. Voilà. 2 types majeurs de cellules, les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Alors, les cellules eucaryotes, c'est des cellules avec un noyau. Vous voyez, j'ai mis ça pour qu'on le retienne, surtout pour que ça marque, pas pour trop la fac. Eucaryote, en grec, c'est vrai noyau. Et tandis que prokaryote, c'est avant le noyau, donc dans la phylogénèse avant. Donc les êtres eucaryotes ont leur matériel génétique contenu dans un noyau, tandis que les êtres prokaryotes ont leur matériel génétique qui flotte dans la cellule. Voilà, dans le cytoplasme. Donc les êtres eucaryotes, c'est la base de tout organisme complexe, enfin de la majorité des organismes complexes, donc pluricellulaires. Ils sont généralement spécialisés chez l'être à maturité, donc que ce soit chez l'homme ou l'animal. Donc là, on a 2 belles photos. À gauche des petits neurones et à droite, ça doit être un épithélium. La cellule eucaryote présente plusieurs structures qu'on va nommer puis qu'on va décrire un petit peu. D'une part, la membrane plasmique, hein, c'est ce qui l'entoure évidemment, c'est ce qui la compartimente. Sur ces 10 limites de l'extérieur. Et elle contient des mitochondries, un réticulum endoplasmique, un noyau, le tout qui flotte dans le hyaloplasme. À noter la différence entre le hyaloplasme et le cytoplasme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le cytomotosquelette qui organise
tout ce compartiment, tant dans sa mobilité que dans sa structure. C'est ce qui va donner la forme, c'est ce qui va donner la forme à la cellule. Par exemple, un fibroblaste qui va pouvoir, entre guillemets, ramper sur sa matrice extracellulaire. C'est grâce au cytomotosquelette qu'on va pouvoir avoir cette mobilité. Les organites, donc différentes fonctions qui leur sont très spécifiques. Le chondriome, c'est quoi? C'est l'ensemble des mitochondries de la cellule, très important dans tout ce qui est métabolisme énergétique et notamment induction de l'apoptose. L'apoptose, on l'a dit tout à l'heure, c'est la mort programmée de la cellule. C'est littéralement le suicide cellulaire. Donc quand est-ce que ça intervient, l'apoptose? Quand il y a eu une altération de l'ADN en particulier, que ce soit au cours du cycle cellulaire ou au cours de la vie de la cellule. Typiquement, un coup de soleil, c'est l'induction de l'apoptose des cellules de l'épiderme. Les cellules ont une altération de l'ADN et elles se tuent. Réticulum endoplasmique granuleux, c'est tout ce qui est production protéique. Donc, vous savez peut-être, c'est transcription, traduction. Le réticulum endoplasmique a un rôle tout particulier dans la traduction. C'est lui qui va accueillir les structures primaires des protéines qu'on verra tout à l'heure, et tout ce qui est aussi glycolysation et adressage, on y reviendra. Appareil de Golgi, c'est plutôt dans tout ce qui est routage des protéines, fin de maturation des protéines. Une protéine n'est pas tout de suite fonctionnelle, on le verra aussi tout à l'heure, je pense que c'est pas hyper clair quand on sort du lycée. Maturation des protéines et aussi adressage, on verra encore une fois. Lysosome, partie assez importante, c'est le catabolisme. Catabolisme, c'est la dégradation d'enzymes. Catabolisme, il faut penser à la catastrophe, ça détruit. À l'inverse de l'anabolisme. Donc l'anabolisme et le catabolisme, ça forme le métabolisme. D'accord? Métabolisme égale anabolisme plus catabolisme. Du coup, le lysosome, c'est un rôle de catabolisme acide. Donc c'est-à-dire que c'est à pH acide, c'est à pH 5. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le hyaloplasme. Le hyaloplasme, c'est différent du cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le hyaloplasme plus les organites. Le hyaloplasme, c'est le cytoplasme sans les organites. C'est tout simplement la substance fondamentale de la cellule, c'est tout simplement de l'eau salée, quoi. Il n'y a rien d'autre dedans. Si ce n'est parfois des protéines ou Le cycle cellulaire, très très important, c'est ce qui va rythmer, la vie de la cellule. Ce qui va rythmer la vie de la cellule, et ça fera l'objet d'à peu près 3 cours à la fac, 3 fois 1h30, si mes souvenirs sont bons. Donc le rythme cellulaire, il est très régulier parce que c'est vraiment essentiel, ça il faut vraiment comprendre. Il va y avoir plusieurs points de contrôle qui vont permettre, soit s'il y a erreur, de réparer, soit l'apoptose, le suicide cellulaire, la mort programmée. Du coup, 2 phases essentielles, l'interphase et la mitose. Interphase qui se divise en 3 phases. Donc une phase de croissance et d'expression du génome, la phase G1. Une phase de réplication de l'ADN, donc la quantité d'ADN va doubler. Et une phase G2 de croissance, une phase de croissance avant la division cellulaire. Quel intérêt avec la division cellulaire? C'est qu'une cellule mère donne 2 cellules filles identiques. C'est la multiplication, le but c'est la croissance ou le renouvellement des cellules. Du coup, cette interface divisée en 3 phases, G1, S, G2, et notre mitose que vous connaissez a priori du lycée, qui permet la division cellulaire avec ces 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Vous verrez ça à la fac. Du coup, l'interphase, c'est ce qu'on a vu, G1, S, G2. La mitose, séparation en 2 cellules filles identiques, avec le petit cycle là que vous voyez à votre droite. À noter les points de contrôle qui sont très importants, il y en a 3 ou 4, vous les reverrez à la fac encore une fois, ça ne sert à rien de s'assommer en pré-entrée avec. Donc ces points de contrôle qui permettent la réparation ou l'apoptose. Une cellule, elle peut avoir des cycles plus ou moins courts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une cellule embryonnaire, qu'on va qualifier de totipotente ou de pluripotente, une cellule embryonnaire qui va pouvoir donner toutes sortes de cellules, elle pourra aussi bien donner un neurone qu'une cellule osseuse, elle va avoir des cycles très courts. Le but, c'est la croissance réellement de l'organisme. C'est hyper visuel, hein, un embryon c'est tout petit, le but c'est que ça grandisse. Du coup, elle va avoir des cycles de 30 minutes à peu près.
Tandis qu'une cellule, une cellule différenciée, elle va avoir des cycles très très longs. Donc plus une cellule va être différenciée, et plus ces cycles vont être longs. Une cellule différenciée, elle peut avoir des cycles de plusieurs semaines, voire ne plus avoir de cycle du tout. On dit qu'elle est en G0, elle est spécialisée, elle est sortie du cycle. Vous voyez, elle est sortie de la boucle qu'on voit. Quoi d'autre? Différenciation cellulaire, et voilà. La seule manière de sortir du cycle, c'est la différenciation cellulaire ou la mort cellulaire, apoptose. On passe sur les protéines maintenant. On va essayer de donner un aperçu des protéines. À quoi sert une protéine? Qu'est-ce qu'une protéine réellement? Et voilà. La protéine, du coup, c'est une macromolécule. C'est un enchaînement d'acides aminés. Donc vous connaissez peut-être les acides aminés. Les acides aminés, il faut le voir dans le cadre de la protéine comme des perles qu'on va enfiler pour faire une structure primaire. Voilà, ces acides aminés, ils sont liés par une liaison peptidique. Donc c'est une liaison qui est assez solide, vous le verrez en chimie. Et qui est la base de toute protéine. Donc ces acides aminés, que j'ai représentés là par des perles, donc c'est assez imagé, elles ont toutes des propriétés physiques et chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire des propriétés chimiques? Donc c'est des interactions que vous verrez en chimie, d'oxydation, de réduction, de ce que vous voulez. Et des propriétés physiques, ça c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est tout simplement leur forme. Leur forme qui va leur permettre de s'emboîter ou... Voilà. Exactement comme ça, ils vont pouvoir s'emboîter et former comme un Lego une forme qui leur est particulière. Donc il faut faire le mélange entre ces interactions chimiques et ces interactions physiques, et ça va donner une structure unique. C'est-à-dire que... Exactement comme ça. Et du coup, c'est-à-dire qu'on va passer de cette structure primaire qui n'existe presque jamais dans la cellule, hein. C'est simplement pour comprendre comment ça se fait. Cette structure primaire, on va passer à une structure secondaire, en feuillet bêta, comme ça à peu près, où les brins vont être parallèles. Ça c'est plutôt sur les interactions chimiques qui se rangent comme ça. Et, ou en hélice alpha, donc ça c'est plus de la bioche, mais vous verrez. Tout simplement, ça forme des hélices ou des feuillets, ou il y a 2-3 autres conformations qu'on pourra voir. Ça c'est la structure secondaire. Voilà. La structure secondaire, ça va être plus un assemblage de ce type-là. Enfin, la structure tertiaire, c'est un assemblage en 3 dimensions. C'est un assemblage de ces hélices alpha et de ces feuillets bêta en 3 dimensions pour former une protéine qui va être fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire qu'elle peut fonctionner tout bêtement. La structure tertiaire, elle est fonctionnelle. Elle dépend évidemment des conditions du milieu, donc température. Une température trop élevée, ça va dénaturer les protéines. Une température trop basse, ça va les empêcher de fonctionner. Le pH, qui est très important, qui va empêcher les interactions chimiques entre les acides aminés. S'il n'est pas au bon pH, il va y avoir des protéines par exemple, qui vont fonctionner à pH très acide. Si on les met à pH neutre, elles ne fonctionnent plus, et inversement. Possibilité d'une structure quaternaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre structure tertiaire, qui peut être fonctionnelle, peut tout aussi bien être non fonctionnelle. Et alors pour être fonctionnelle, elle aura besoin de quoi? Elle aura besoin d'une autre protéine à structure tertiaire. Et on va parler à ce moment-là de sous-unités. C'est-à-dire que pour avoir une protéine fonctionnelle, il va falloir lier ces deux bouts de protéines, entre guillemets. Et donc on va avoir une protéine à 2 sous-unités, 3 sous-unités, 4 sous-unités. On va parler de dimères, trimères, etc. Et après on va parler de polymères, quand il y en a beaucoup. Du coup, structure quaternaire, ça peut être l'assemblage d'une petite protéine avec une autre protéine, donc on a dit dimère, mais ça peut être aussi un assemblage d'un tétramère, le cas de l'hémoglobine, donc il y a 4 sous-unités, 2 alpha, 2 bêta, avec un élément non protéique, c'est l'hème. Donc ça c'est juste à noter pour le savoir, et puis ça revient en exercice parfois. Donc l'hème c'est un élément non protéique et qui va s'associer aux éléments protéiques. Une protéine, c'est pas évident forcément à comprendre quand on sort de la terminale, qu'elle a un lieu d'action qui lui est spécifique. Elle va être par exemple nucléaire. Elle va servir à guider, mettons, je ne sais pas, l'ARN pour qu'il quitte le noyau.
Ça va être une protéine nucléaire au sens où elle va être dans les pores nucléaires. Ça peut être une protéine membranaire, ça peut être une protéine du cytomotosquelette. Elle va avoir un lieu d'action précis. Et évidemment, si ce lieu est altéré, il va y avoir, c'est pathologique, il va y avoir un problème dans la cellule. La protéine peut avoir de multiples fonctions. Elle peut servir de canal ionique, elle peut servir de récepteur, enfin, des choses que vous comprendrez peut-être un peu plus tard. Petit schéma bilan, qui n'est pas joli mais assez clair. La structure primaire, donc on voit enchaînement simple d'acides aminés, donc le collier de perles. La structure secondaire avec les feuillets bêta et les hélices alpha. Vous voyez, là ce qu'on voit en dessin, c'est un feuillet bêta. Ensuite donc super secondaire, bon c'est pas très intéressant. Vous le verrez plus en bioche. Et les structures tertiaires, c'est vraiment le repliement en 3D où la protéine peut être fonctionnelle. Enfin, possibilité de la structure quaternaire avec assemblage de plusieurs sous-unités protéiques ou assemblage avec une unité non protéique, on l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est vraiment un point essentiel, pas compliqué. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Lego, ils ont une forme, et si on abîme cette forme, ben, ils ne peuvent plus s'emboîter. Et donc une modification de la structure de cette protéine, une modification qui peut intervenir dans une mutation de l'ADN par exemple, une altération de l'ARN, elle peut avoir plusieurs conséquences sur cette protéine. Déjà son changement de forme, et c'est là où c'est important de comprendre que le changement de forme conditionne un changement de la fonction. D'accord? Si je change ma brique de Lego, elle pourra plus s'emboîter sur les mêmes Lego. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Un changement de la structure tertiaire ou de la structure quaternaire, hein, peu importe. Une modification de cette structure, ça va soit entraîner un gain de fonction, un gain ou une perte de fonction. Pareil, un gain de fonction, c'est pathologique, il faut le comprendre aussi. Une protéine qui est trop efficace, elle est pathologique. Une protéine qui est trop peu efficace, on comprend facilement que c'est pathologique, mais une protéine qui est trop efficace, c'est pathologique. Ça peut activer ou désactiver des interactions entre protéines. On a parlé de sous-unités tout à l'heure. Eh bien, si on désactive cette interaction entre protéines, on va avoir des protéines incomplètes, à une sous-unité au lieu de deux. Ou inversement, ça peut provoquer des interactions entre protéines qui sont non voulues. On parle d'agrégation. Si j'avais une petite protéine qui était seule et que d'un coup il y en a 10 qui se collent à elle, c'est pas bon du tout. Et du coup, voilà, ça plante des agrégations, c'est ce qu'on observe dans les maladies neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer, c'est des agrégations de protéines. Et du coup, vous voyez très bien les conséquences que ça a. Donc ça peut modifier son lieu d'action, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, une protéine qui devait s'exprimer dans le noyau, qui s'exprime sur la membrane plasmique, eh bien c'est pathologique. Donc c'est un truc que vous allez revoir assez souvent, en bioche notamment, surtout, et en pharmaco au second semestre, c'est l'importance de la relation structure-fonction. Toute structure entraîne une fonction. Et si cette structure est altérée, la fonction en est altérée. Exemple de protéines que vous allez revoir souvent, là c'est les enzymes. Les protéines kinases et phosphatases. Une kinase, à quoi ça sert? Ça sert à phosphoryler, ça il faut bien le noter. Phosphoryler, et tandis qu'une phosphatase, ça sert à déphosphoryler. Qu'est-ce que c'est phosphoryler? C'est tout simplement fixer un phosphate sur un élément. Et exactement ce que je vous ai dit, modification de la structure égale modification de la fonction. Donc là on voit de manière schématique, à gauche, la protéine qui est carrée parce qu'elle est déphosphorylée. Je la phosphoryle, je modifie sa composition chimique, elle devient ovale. L'ATP en haut, c'est quoi? C'est tout simplement la réserve de phosphate. Vous ne connaissez pas tous l'ATP, c'est très simple à comprendre là pour le coup. ATP triphosphate, ADP diphosphate. Donc on lui a tout simplement pris un phosphate pour la fixer à la protéine. Vous voyez? Et c'est le rôle de la kinase de prendre ce phosphate à l'ATP et de le fixer sur la protéine. Voilà, donc kinase. Et inversement, phosphatase, il prend le phosphate de la protéine et il l'enlève. D'accord? Il peut le refixer ou non sur un ADP pour former un ATP. Vous voyez? Une protéine kinase, du coup, essentiellement, son rôle, ça va être l'activation ou l'inhibition de protéines. Par exemple, l'activation d'un inducteur sur un gène, par exemple, ça peut activer
la transcription d'un gène. Enfin, on arrive sur le point intéressant du cours, c'est les méthodes d'étude de la cellule. Maintenant qu'on a vu globalement la cellule, on va voir les méthodes d'étude. C'est assez important, c'est même essentiel, ça revient dans 100% des exercices. Vous allez toujours vous baser sur des méthodes d'étude. Vous allez rarement avoir des questions directement là-dessus, mais les documents qu'on va vous présenter vont être tirés de méthodes qu'on va voir. Donc si vous ne comprenez pas les méthodes, vous ne comprendrez pas les documents et pas les questions. Vous allez très vite voir. Tout d'abord, on commence de manière assez simple sur la microscopie. Plusieurs types de microscopie, la microscopie du lycée, la microscopie optique, photonique. Voilà. Ça permet de voir essentiellement à l'optique l'échelle cellulaire, c'est assez peu intéressant pour nous. Quelques applications qu'on verra quand même. Microscopie électronique. Non. C'est beaucoup plus intéressant, c'est l'échelle de l'organite. C'est l'échelle de l'organite, c'est de l'ordre du nanomètre, tandis que la microscopie électronique, c'est l'ordre du micromètre. Microscopie à sonde locale, on va voir ce que c'est plus tard, parce que c'est un peu compliqué à expliquer en 2 lignes. Et les figures de diffraction. Voilà. Figures de diffraction. Il en manque 9. Elles ne seront pas étudiées en détail, pas non plus à la fac. C'est essentiellement en biochimie. Ça sert à observer des protéines, à voir vraiment une photographie de la protéine. C'est pas très utilisé en biologie, déjà parce que ça demande énormément de moyens, et puis la forme des protéines n'a pas un intérêt transcendant en biologie. Mais c'est bien de le savoir, et on ne s'étalera pas plus longtemps à la fac, mais il faut savoir ce que c'est. Microscopie optique ou photonique, c'est vraiment le microscope du lycée, c'est ce qui vous permet de grossir un échantillon. Tout simplement par un jeu de lentilles en utilisant la lumière de l'ordre du visible. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des tissus, on observe des cellules, les gros organites du style noyau ou à la limite le réticulum endoplasmique et le Golgi. Type d'image, coloré ou non, fixé ou non, et résolution de l'ordre du micromètre, de 2 à 0,1. Qu'est-ce que c'est que la fixation? La fixation, c'est quand on tue les cellules. C'est hyper barbare, ça permet de stabiliser l'échantillon qu'on veut observer. Si l'échantillon il continue d'évoluer, on va avoir du mal à saisir ce qu'on veut observer, on va avoir du mal à exploiter l'expérience qu'on fait. Du coup, on va la fixer, on va la tuer, soit de manière chimique, soit de manière physique. Donc de manière chimique, en utilisant des alcools ou des aldéhydes, soit de manière physique, par cryogénisation, cryofixation ici, c'est tout simplement la passer au congélateur. Donc on va utiliser des colorations parce qu'on veut mettre en évidence, des protéines d'intérêt, on veut mettre en évidence des lieux d'intérêt, des actions, on veut savoir ce que la cellule fait. Du coup, plusieurs différentes colorations. Les colorations vitales, qui comme leur nom l'indique, vont colorer les cellules qui sont vivantes, ou du moins qui l'étaient. Et donc là, on a 2 exemples, on a le rouge neutre ou le bleu de Crésil. Et les colorations d'exclusion, qui elles vont colorer les cellules mortes. Et du coup, on peut en déduire très facilement les cellules qui elles sont vivantes. D'autres types de colorations qui sont assez intéressantes, vous les reverrez beaucoup en histologie, les colorations acidophiles et basophiles, qui permettent de savoir où sont produits, par exemple, les protéines, qui permettent de connaître les lieux d'activité de la cellule, quel type d'activité fait la cellule. Quand on connaît que telle action engendre une augmentation de l'acidité, et ben on peut en déduire grâce au colorant acidophile que la cellule est en train d'effectuer cette action. Le montage des lames comporte plusieurs étapes, tant sur le microscope électronique que le microscope photonique, et ça sert à rien de les voir en pré-entrée, vous les apprendrez par cœur à la fac. Voilà. Vous allez prendre par cœur à la TERAC, il y a 9 étapes, bref, c'est pas... microscopie à fond clair, donc ça c'est votre microscope de lycée. Ici on observe un petit fibroblaste avec sa matrice extracellulaire, la MEC, et le noir c'est les noyaux. Donc vous voyez, on voit vraiment pas grand chose. Beaucoup plus intéressant, microscope à épifluorescence. Microscope à épifluorescence, ça permet d'observer un fluorochrome.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a marqué? On a marqué le cytomotosquelette, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui permet de maintenir la structure de la cellule, de la rendre mobile, de rendre les organites mobiles. Ici, on l'a marqué avec un fluorochrome, donc c'est un élément qui, tout simplement, qui brille. Et grâce au microscope avec fluorescence, on va pouvoir l'observer. Comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir notre échantillon ici. On va envoyer un faisceau qui va balayer à peu près tout le faisceau du visible et de l'invisible. Et donc évidemment, ça se réfléchit. Et là, on va utiliser un miroir qui s'appelle un miroir cut-off et qui va permettre d'observer qu'une seule fréquence, qu'une seule longueur d'onde. Du coup, on n'observe que la longueur d'onde du fluorochrome qui nous intéresse et ce qui nous permet d'obtenir ces images. Là, on a décidé de, entre guillemets, de ne regarder que le vert du fluorochrome. Du coup, avec ce faisceau, on excite le fluorochrome et le fluorochrome nous renvoie une longueur d'onde connue et qu'on observe. Du coup, là, on peut très bien observer là, c'est un fibroblaste, les microtubules du fibroblaste en épifluorescence. Quelques autres microscopes optiques, microscope à fond noir, qui a l'avantage de ne pas utiliser de coloration, donc si on ne veut pas altérer la cellule en amenant des éléments exogènes. Inconvénient, c'est qu'on ne voit rien du tout, vous voyez. Du coup, on enlève énormément de détails, alors qu'on pourrait avoir en microscopie optique beaucoup plus de détails. C'est le cas des microscopies à contraste de phase. Microscopie à contraste de phase qui fonctionne sur quoi? Alors, attention, c'est la différence d'indice de réfraction entre les différents milieux. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir à ma gauche de l'eau, la substance fondamentale qui va être, je dis n'importe quoi, d'indice de réfraction 1, et juste à la droite, on va avoir la membrane plasmique qui va être d'indice de réfraction 1,2. On va voir cette différence et on va en déduire une image par informatique. Du coup, microscopie à contraste de phase, très intéressant. Là, du coup, ça nous fait des belles images comme en haut à droite et en bas à droite. Microscopie à contraste d'interférence, c'est exactement la même chose, sauf que ça nous permet d'avoir une idée du relief. Microscopie confocale. Tout seul. Microscopie confocale, ça permet surtout de visualiser les fluorochromes. Donc c'est assez intéressant, c'est un peu comme le microscope à épifluorescence, sauf qu'on a une idée du relief. Ce qui n'est pas forcément évident là sur cet exemple. La microscopie électronique, c'est celle que vous verrez le plus. Celle que vous verrez le plus. Là en bas à droite, c'est une petite bactérie qu'on voit en microscopie électronique. Quel principe de la microscopie électronique? C'est de projeter un faisceau d'électrons sur un échantillon afin d'en déduire la densité des différents éléments traversés par les électrons. Une structure qui va beaucoup laisser passer les électrons, on va en déduire qu'elle est peu dense. Une structure qui est plus dense va être beaucoup moins transparente aux électrons. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des images en noir et blanc, pas de coloration. Évidemment, les électrons ne sont pas sensibles à la coloration. On n'a jamais vu un électron vert ou rouge. Du coup, c'est très utilisé pour observer l'intérieur de la cellule et on a des résolutions, on l'avait dit tout à l'heure, de l'ordre du nanomètre. Deux images en microscopie électronique, donc il faut bien différencier les deux types de microscopie électronique. À gauche, la microscopie électronique à transmission, et à droite, la microscopie électronique à balayage. Donc, la transmission, c'est tout simplement faire traverser les électrons à l'échantillon. On observe quels sont les lieux qui sont les plus denses. On définit qu'un endroit où il y aura peu d'électrons qui vont traverser, ça va être un point noir. Et un endroit où il va y avoir beaucoup d'électrons qui vont traverser, ça va être un point blanc. D'accord? Du coup, on obtient le type d'image qu'on peut voir à droite, où on voit assez bien le noyau et tout ce qui entoure la cellule. Donc le noyau qui est évidemment plus dense et tout ce qui est hyaloplasme, en beaucoup plus clair. Microscopie électronique à balayage. Je vais vous montrer le schéma après, qui est un schéma de la fac qui est assez clair. Si, il est clair. Ouais. Donc, on peut résumer déjà la microscopie photonique qui fonctionne juste par un jeu de lentilles sur
l'augmentation, le grossissement, tout simplement, le grossissement optique de l'échantillon. On utilise de la lumière visible. Microscopie électronique à transmission, donc c'est ce que je vous disais. Filament de chauffé, ça entraîne une source d'électrons. Accélération par un jeu d'aimants même. Accélération du faisceau d'électrons. Ça traverse l'échantillon. On sait combien d'électrons on a envoyé et on regarde combien d'électrons on reçoit. On regarde où est-ce qu'ils sont reçus et on en déduit quelle était la densité des structures qui ont été traversées. Je ne sais pas si j'ai besoin de réexpliquer, mais une structure qui va beaucoup laisser passer les électrons, elle n'était pas dense, et une structure qui va peu laisser passer les électrons, elle était dense. Du coup, on en déduit si l'ordinateur doit montrer une image noire ou blanche. Et on a des belles images comme là. La microscopie électronique à balayage. À balayage, comme son indique, on ne s'intéresse pas à ce qui va traverser, mais on s'intéresse plutôt à ce qui va rebondir sur la surface de l'échantillon. Donc là, on voit bien sur le dessin, on s'intéresse à ce qui est réfléchi sur notre détecteur. Et du coup, on a une idée du relief, et on a des belles images comme à droite, là, des MSI. Ok, donc ça, il faut juste faire la différence entre électronique à transmission et à balayage. C'est assez important. La microscopie à sonde locale. Il est surtout très important de comprendre la force atomique, et le reste, c'est juste à le savoir et pas tant à comprendre. Le principe, c'est qu'il y a un échantillon, et on va demander à une aiguille de balayer l'échantillon pour voir où sont les reliefs, et on va enregistrer ces reliefs. Tout bêtement, l'aiguille monte, on enregistre que le relief augmente. L'aiguille descend, on enregistre que l'aiguille descend. Ça, c'est la force atomique, c'est... Tu veux faire le cours? Ok. Du coup, ça, c'est le plus bête. C'est tout simplement, c'est l'aiguille qui monte et qui descend, et on enregistre et on balaye, et on fait infiniment sur toute la longueur de l'échantillon. Donc ça, c'est le microscopie à force atomique. Maintenant, on a des trucs plus compliqués qui sont à effet tunnel, si tu peux expliquer. À effet tunnel, c'est plus tout ce qui est champ proche, c'est de la physique quantique, c'est absolument pas important à savoir. Il faut juste savoir sur quoi ça repose et quel est leur nom. Conductance ionique, donc on va observer la conductance et en déduire le relief, la conductance ionique des différents milieux. Microscopie à champ proche, c'est encore une fois de la physique quantique, c'est les interactions de champ proche avec les protons de la matière, et ça émet des photons, et on en déduit le relief. Du coup, voilà, c'est tout pour la microscopie. Élément essentiel de toutes les études que vous allez faire en bio, etc., c'est le cycle, la culture cellulaire, pardon. La culture cellulaire, ça va nous permettre, à partir d'un échantillon assez faible, d'avoir pas une infinité de cellules, mais d'en avoir suffisamment pour travailler. Donc le principe, c'est qu'on va faire une biopsie, par exemple, à un patient. On ne va pas lui retirer 1 kg de cellules, on va lui retirer tout simplement un petit échantillon, et le but, c'est d'avoir suffisamment de cellules pour travailler. Donc ça va nous permettre de faire des expériences in vitro, à l'inverse d'in vivo. In vivo, ça serait des expériences sur le patient. Nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est travailler en dehors, dans des tubes à essai in vitro. 2 types de cellules, essentiellement. Deux types de cultures, pardon. Les cultures organotypiques, où on va garder l'architecture du prélèvement, donc les liaisons entre les cellules. Il faut comprendre que les cellules, elles sont attachées entre elles. Hein. Elles sont là, nanocellules comme ça, et puis elles sont attachées là, par exemple, par des... Parce que vous verrez en histologie des desmosomes, et ça permet de les maintenir ensemble. Du coup, la culture organotypique va conserver cette architecture. C'est assez intéressant pour certaines études. Et on va tout simplement la mettre dans un milieu propice à la vie, et on va l'observer se développer. La culture en cellules dissociées, avant de les mettre en culture, on va ajouter un élément protéolytique. Protéolytique, c'est quoi? Tout est dans le nom. Protéo, la protéine, et lytique, dès que vous allez entendre lyse, lytique, etc., ça veut dire que ça détruit. Donc ça va couper les protéines qui lient les cellules. Et du coup, au lieu d'avoir 2 cellules liées, on va avoir 2 cellules qui vont se balader comme elles veulent. Donc individualisation des cellules après la biopsie.
individualisation des cellules, puis mise dans une culture primaire. Culture primaire, on va aller avec tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe, on verra ça après. Avec tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe, on va obtenir une culture primaire. Elles vont arriver à 75% de confluence, donc quand la boîte est recouverte à 75%, tout bêtement, eh bien on va repiquer cette culture, c'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon de la culture primaire, et on va la mettre dans une deuxième boîte. Et donc on est passé d'une boîte à deux boîtes, c'est exactement ce qu'on cherche, avoir de la quantité de cellules à étudier pour pouvoir faire nos diverses expériences. On parle de culture secondaire, notre deuxième boîte c'est une culture secondaire. On peut le refaire à l'infini presque, et on parlera toujours de culture secondaire, on n'aura jamais une culture tertiaire ou une culture quaternaire. J'ai dit à l'infini, mais une cellule normale tolère à peu près 30 repiquages. Du coup, quelles sont les conditions de culture? C'est une atmosphère stérile. On veut évidemment pas qu'il y ait de molécules qui viennent polluer notre échantillon. On veut pas de bactéries, on veut que ce qu'on a pris. D'accord? Une température idéale, donc c'est la température du corps ou la température des bactéries, etc. Donc idéalement c'est 37. 5 à 10% de saturation en CO2, c'est pas hyper important comme chiffre à savoir, mais il faut avoir un ordre d'idée. pH 7,4, c'est pas plus bête de le connaître, c'est le pH du sang. Et ça sera utile surtout l'année prochaine, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une question de cours là-dessus. Pardon, j'ai dit l'année prochaine au second semestre. Le milieu de culture, il contient tout ce qui est nécessaire à la vie. Sels minéraux, nutriments, vitamines, cofacteurs, etc. Et surtout, des facteurs de croissance. Une cellule ne se multiplie pas toute seule. Elle ne décide pas comme ça qu'elle va se multiplier. Il faut qu'elle ait l'ordre. Et du coup, dans la plupart des exercices, vous allez voir culture de cellules dans un sérum de veau, par exemple. Le sérum embryonnaire de veau, c'est ce qui est utilisé classiquement. Et c'est pas un hasard qu'on massacre des pauvres veaux. C'est juste parce qu'on a besoin des facteurs de croissance qu'ils ont produits. On a besoin des facteurs qui induisent la multiplication de leurs cellules. Et ça, c'est dans leur sang. Du coup, on leur récupère ça, et ça permet d'induire le développement de notre cellule. D'accord? C'est compris ou pas? Ok, donc on retient surtout facteur de croissance, c'est essentiel, sinon ça ne se développera pas du tout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on s'amuse à rajouter du sérum ou tout simplement des facteurs de croissance quand on en a. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des cellules ne tolèrent que 30 repiquages, au-delà il faut les immortaliser. C'est quoi une cellule immortelle? C'est tout simplement une cellule cancéreuse. Petit exemple, un peu médical. On a un patient qui a une masse sur le foie, on veut savoir si c'est cancéreux. Donc on fait une biopsie du foie, c'est-à-dire qu'on va lui prélever un bout de son foie. On les sépare, on fait une centrifugation, donc ça on verra après. On obtient les cellules d'intérêt, celles qu'on recherche. On les pique, on les repique, on a des cultures. On peut faire nos expériences et on peut en déduire si Monsieur X a un cancer ou non. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, condition optimale, avec du sérum, avec des facteurs de croissance, afin que nos cellules se multiplient. Donc, enfin, vous verrez plus cet exemple chez vous, plus qu'en cours. Le patch clamp, c'est un truc qu'en général, on n'aime pas du tout en P1, mais qui est en fait assez facile à comprendre. Donc c'est une technique d'électrophysiologie pour étudier un canal ionique ou un ensemble de canaux ioniques. Déjà, en arrivant en terminale, on ne sait pas ce que c'est qu'un canal ionique. Donc c'est pas plus bête de l'expliquer. Déjà en commençant par ce que c'est qu'une membrane plasmique. Donc la membrane plasmique, il ne faut pas être impressionné par le mot, c'est une bicouche phospholipidique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des molécules qui ont deux côtés. Elles sont comme ça. Cette partie-là, elle est polaire. Elle aime tout ce qui est les ions, tout ce qui est l'eau. Tandis que la partie du milieu, elle n'aime pas du tout ce qui est polaire. Du coup, elle se met au milieu, comme ça, elle se protège de l'eau. Donc on a ça. Du coup, ça, c'est imperméable à tout ce qui est ion. Donc si on dit que ça, c'est à l'intérieur de la cellule, et ça, c'est l'extérieur de la cellule, ici, on va avoir par exemple du Na+. Le Na+, il n'y a pas de canal ionique, il ne pourra pas traverser la membrane. Pourquoi? Parce que cette partie-là est complètement apolaire, elle ne supporte pas les ions.
Du coup, elle l'empêche de passer. Du coup, si on veut faire rentrer du Na+, c'est utile. Par exemple, dans la dépolarisation d'une cellule nerveuse, eh bien, on va avoir besoin d'un canal ionique. On a notre canal ionique, et là, on peut faire passer du Na+. D'accord? Donc ça, évidemment, ça c'est des protéines. Hein. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes fonctions des protéines, d'où l'importance aussi de la localisation des protéines. Un canal ONA+, qui est sur le noyau, il n'a plus aucune utilité. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec notre patch clamp? Notre patch clamp, il nous sert à quoi? Il nous sert à définir la conductance du canal. En gros, c'est le débit d'ion qui peut supporter. La sélectivité ionique. Voilà, la sélection. Concours. Ok. Sélectivité ionique. Le temps nécessaire à son ouverture, c'est très important. Par exemple, dans le cœur, il est hyper important de savoir quel canal va s'ouvrir avant quel canal. S'il va s'ouvrir avant un tel ou avant l'autre. Et ça permet de définir un sens de progression de l'influx nerveux. Les actions de certains régulateurs, le canal s'ouvre rarement seul. Il a besoin, par exemple, d'une différence de potentiel pour s'ouvrir. Il a besoin d'une molécule. On peut imaginer que là, il y a une petite molécule qui s'est fixée ici. Molécule qui s'attrape. C'est bien, en fait, vous êtes réactif. Donc, l'action de certains régulateurs, là, on peut imaginer qu'il y a une molécule qui s'est fixée sur ce canal et qui a permis l'ouverture et donc le passage de Na+. Donc maintenant, notre patch clamp, on y vient. C'est quoi? En fait, c'est une pipette qui sert aussi d'électrode. Et donc, notre pipette électrode, on va la mettre là. Et maintenant, ça sert à quoi? Maintenant, dès qu'il y a un Na+, qui va passer dans le canal, on va le voir. Pourquoi? Parce qu'un ion qui passe, c'est une charge qui bouge, c'est un courant électrique. Donc, lorsque l'ion passe, on a une différence de potentiel qui est créée, et ça, on peut l'observer. Vous voyez, donc le patch clamp, c'est tout simple. Il faut juste le comprendre. Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer? Ouais, non? Ok. Bon, bah nickel. Donc, plusieurs configurations du patch clamp. Soit c'est une toute petite cellule, et on ne pourra pas prendre juste un canal, c'est pas possible. Donc, on va étudier la cellule entière. Donc, au lieu d'observer un seul canal, on va observer tous les canaux de la cellule, et on va faire une moyenne par canal. Soit on a deux autres configurations, et là il y a juste à traduire pour comprendre ce qu'on fait. C'est la configuration outside-out et la configuration inside-out. Donc là on était à l'intérieur, donc ça c'est le inside. Okay, donc là, typiquement avec ma pipette, on est en inside-out. Le côté inside de la cellule est à l'extérieur de la pipette. C'est compris? Et outside-out, ça serait ma pipette qui viendrait là, et le côté extérieur de la cellule qui serait à l'extérieur. Et l'intérêt d'avoir une pipette, c'est quoi? C'est qu'on peut faire varier la composition ionique, la composition chimique de ce milieu. Ici, on contrôle la composition. Et c'est très intéressant quand on veut étudier un régulateur, quand on veut étudier l'effet de certains ions sur un canal ionique. Et voilà, le patch clamp, c'est ni plus ni moins que ça, et c'est pas compliqué au fond. Donc là, petit exemple. Un récepteur NMDA, donc on peut imaginer que c'est celui-ci, notre récepteur NMDA. Donc c'est un récepteur au sodium qui va laisser passer le sodium. Et il réagit, on veut savoir s'il réagit grâce à la glycine. Donc le récepteur NMDA seul, sans glycine, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc on voit que c'est complètement blanc, il n'y a rien. De la glycine seule, sans récepteur NMDA, même chose, il n'y a rien. Et en revanche, on fait NMDA plus glycine, et là on observe une différence de potentiel. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut qu'il y a des ions qui sont passés. Et on en conclut que le récepteur NMDA se fait activer par la glycine pour laisser passer, en l'occurrence, le sodium. Donc, le patch clamp, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, l'intérêt d'inside-out et outside-out, c'est quoi? C'est que là c'est pas précisé sur notre exemple, mais si on connaissait la configuration patch clamp, eh ben, on pourrait dire dans quel sens va l'ion. Si la dépolarisation elle est négative, on peut imaginer que ça serait un ion qui rentre, tandis que si elle est positive, ça serait un ion qui sort. Enfin, ça dépend après dans quel sens est posé l'électrode. Mais ça, c'est précisé en exercice.
Les différentes études, centrifugation, marquage, blot et immunoprécipitation. La centrifugation. Le principe, ça va être de séparer différents éléments. Ça peut être différents éléments qui viennent d'un tissu. Ça peut être. Là, je vais prendre l'exemple du tissu sanguin. On va voir. Le but, c'est de les séparer suivant leur densité, suivant leur poids, par sédimentation. C'est-à-dire qu'on va les faire tourner pour accélérer le boulot de la gravité. Voilà. Donc évidemment, au fond, il y aura les éléments les plus lourds, et dans le surnageant, il y aura les éléments les plus légers. Le fond, on va appeler ça le culot, et ce qui flotte encore, on va appeler ça le surnageant. Donc petit exemple, on part d'un homogénéa, un prélèvement sanguin, donc on a un petit tube à essai avec du sang. On peut imaginer que les petits ronds, c'est des globules rouges, les petites barres, des plaquettes, et les points, c'est des cellules qu'on ne connaît pas et qu'on veut étudier. Donc on veut récupérer seulement ces cellules. D'accord? Donc on part avec notre homogénéa. On sait que les globules rouges, si je les mets à 10 minutes et à 1600 G, tous mes globules rouges seront au fond. D'accord? Donc je mets à 10 minutes à 1600 G, j'obtiens dans mon culot A que des globules rouges. Donc si je voulais étudier mes globules rouges, ça serait intéressant de récupérer mon culot A. En l'occurrence, c'est pas ce que je veux faire. Donc je dégage mon culot A, je récupère que le surnageant. Je mets mon surnageant dans un deuxième tube à essai. Cette fois-ci, je connais les propriétés de mes plaquettes. Je sais que 20 minutes à 29 000 G, ça fait tomber toutes mes plaquettes au fond. Donc je fais ça, et à ce moment-là, j'ai plus que mes cellules d'intérêt, des cellules que je ne connais pas, qui sont dans mon surnageant. Même chose, je reprends mon surnageant, et je le mets dans un dernier tube à essai, et là, je fais 60 minutes à 130 000 G, parce que mes cellules sont toutes petites, et je veux qu'elles tombent au fond. Du coup, ça nous a permis quoi? Alors déjà, ça s'appelle la centrifugation différentielle, parce qu'on a fait plusieurs centrifugations différentes, les unes à la suite des autres. D'accord? On va voir deux autres types de centrifugation après. Donc centrifugation différentielle, parce qu'on en a fait plusieurs différentes, ça permet de séparer de manière grossière, entre guillemets. On peut séparer que des cellules ou alors des gros organites. À la limite, on aurait pu récupérer des noyaux. Mais on peut difficilement être plus précis que ça. Pour être plus précis, on a besoin de centrifugations qui sont plus fines. On va voir les centrifugations avec gradient de densité. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup évoqué le terme de gradient au lycée, mais un gradient, c'est tout simplement une échelle, ça va être une échelle de densité. C'est-à-dire que dans mon tube à essai, je vais avoir tout en haut une densité de 1, d'accord? Une densité de 1. Ici, j'aurai une densité de 2, 3, 4, on peut mettre D égale 4 ici, une densité de 5, etc. Et donc plus je vais aller vers le fond de mon tube à essai, et plus ma densité va être élevée. Quel est l'intérêt de faire ça? Si je pose une molécule ici, que je centrifuge, bah, ma molécule elle va s'arrêter quand elle va atteindre son gradient, comme quand elle va atteindre sa densité. Si la densité de ma molécule est égale à 4, elle va s'arrêter pile sur la ligne D égale 4, parce qu'elle va flotter. Vous voyez? Un bateau qui flotte, c'est parce qu'on lui a donné la même densité que l'eau. Il y a de l'air à l'intérieur, et ouais. Et ça lui permet de flotter. Donc exactement la même chose. Donc en isopycnique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a un gradient qui peut être continu ou discontinu. Hein. Vous n'avez qu'à regarder le schéma pour comprendre la différence entre continu, c'est bien lisse. Discontinu, c'est beaucoup moins lisse. En isopycnique, peu importe le temps de centrifugation. C'est-à-dire que les densités de mon tube à essai vont être supérieures ou égales à la densité de mon élément recherché. Je cherche les lysosomes. On va dire que c'est à densité égale 2. Les lysosomes, on se souvient, c'est le catabolisme à pH acide. Je cherche mes lysosomes. Densité égale 2, donc à peu près par là. Je vais les centrifuger, que ce soit un quart d'heure, 2 heures ou 2 semaines, ils vont s'arrêter là parce qu'ils flottent. Ils ne bougeront pas. À la différence de la centrifugation zonale. La centrifugation zonale, les densités du tube à essai seront inférieures aux densités de l'élément recherché. Donc, au lieu d'être à 1, là, je serai à 0,1, 0,4, 0,5, etc. Et mes lysosomes, eux, ils sont toujours à 2. Donc, il va falloir que je centrifuge un temps précis
Parce que si je centrifuge pendant 2 heures, alors qu'il fallait centrifuger pendant 40 minutes, les lysosomes ils vont se retrouver tout à fait au fond. Parce que leur densité sera supérieure à 0,5. D'accord? Je réexplique. Ok. En centrifugation zonale, la densité du gradient est inférieure à la densité de l'élément recherché. Ok? Donc si mon élément recherché est de densité 2, je serai, je sais pas, à 0,1, 0,2, jusqu'à 1. Et si je centrifugeais de manière infinie, eh ben ça tomberait au fond, parce que ça n'a aucun moyen de flotter. Tandis qu'en isopique-nique, les densités sont forcément supérieures ou égales à l'élément recherché. Et du coup, la centrifugation zonale permet de différencier des éléments qui sont encore plus proches en termes de densité. Par exemple, si je voulais différencier les mitochondries et les lysosomes, qui sont très proches, vous le verrez en cours, eh ben, je serai obligé d'utiliser une centrifugation zonale, parce qu'il y en a un qui sera peut-être à 1,95 et l'autre à 2. Et du coup, s'ils s'arrêtent tous les deux là en isopique-nique, eh ben, j'aurais l'air malin, parce que je ne pourrais pas du tout les différencier. D'où l'intérêt d'avoir une méthode un peu plus compliquée, qui nécessite un temps précis, tandis que l'isopique-nique ne nécessite absolument pas un temps précis. Voilà. Les différents marquages. Le principe est évident, c'est de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. Donc, je vais me servir de quoi? Je vais me servir d'éléments radioactifs, d'éléments fluorescents, pour observer une protéine ou un élément de la cellule, un organite par exemple. À noter que le DAPI est un marqueur fluorescent de l'ADN. Voilà, il faut apprendre quelques marqueurs et donc celui-là. Je ne sais pas s'il est sur les diapos, je crois qu'on l'a rajouté après. Donc le pull chase, c'est un truc qu'on va voir entre guillemets assez souvent. Ça permet de suivre le devenir d'une molécule de manière spatio-temporelle, donc à la fois dans le temps et dans l'espace. On va pouvoir savoir où elle est produite, au bout de combien de temps elle est produite, et qu'est-ce que la cellule va en faire, quoi. On peut aussi quantifier, on parle de méthodes, alors ça dépend, parfois c'est quantitatif et parfois c'est semi-quantitatif. Quand c'est radioactif, ça permet d'être assez précis dans les évaluations. Le principe, ça repose sur l'existence d'un précurseur radioactif. Par exemple, l'ADN, vous savez tous que c'est composé de 4 bases, A, T, C, G. Et on peut utiliser le T, la thymidine, et on va la tricier. On va lui donner des atomes d'hydrogène triciés à 3 protons. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est de donner des hydrogènes instables à la thymidine pour qu'elle soit visible. Du coup, au lieu de produire de l'ADN normal, on va produire de l'ADN marqué. Il suffira de repérer la thymidine triciée. Donc, le pulse, c'est quoi? C'est l'introduction de notre précurseur radioactif. Donc, à t égale 0, je vais donner à ma cellule X quantité de thymidine triciée. Je vais l'observer en interphase, G1, S, G2. En phase S, réplication, elle va produire de l'ADN. Et bien tout de suite, je vais pouvoir savoir, je vais pouvoir réellement la voir avec mon microscope, où est-ce que l'ADN a été produit, etc. Grâce à cette thymidine qu'on peut observer. Et la chasse, c'est le temps d'attente entre l'introduction du marqueur et l'observation. Ok? Donc il y a aussi un point à comprendre, c'est qu'il faut fixer la cellule. On a expliqué tout à l'heure ce qu'était la fixation, c'est quand on tue la cellule. Si la cellule continue à être en mouvement, continue à évoluer, on ne peut rien observer. C'est pas compréhensible. On va l'observer à un temps T et puis elle sera différente 10 minutes après. Donc il faut la fixer. Une fixation physique, cryofixation, fixation chimique, alcool ou aldéhyde. Dépôt d'une émulsion photographique, c'est quoi? C'est comme les appareils photo argentiques, les vieux appareils photo. C'est-à-dire qu'on va déposer des ions Ag+, et qui vont être réduits par l'émission de radioactivité. Donc nos ions Ag+, eh ben, ils vont devenir Ag. Ça va être des molécules d'argent. Et ces molécules d'argent, elles sont très facilement observables au microscope électronique.
Donc là, c'est pas du tout de l'observation d'ADN en bas à droite, c'est de l'observation de, je sais pas, on peut imaginer des lysosomes ou peu importe. Du coup, voilà. Là, c'est un exemple de pool chase. Vous pouvez rajouter les temps. Ça, c'est une page du poly de la fac. Vous pouvez rajouter les temps. On peut mettre en tout premier t égale 0,5, en deuxième t égale 1, et en troisième t égale 2 heures. Donc là, c'est le cas d'un épithélium glandulaire donc qui produit du mucus avec les glandes mucigènes. On observe là plusieurs structures que vous ne connaissez pas toutes forcément, donc le noyau, là où il y a le génome, le réticulum endoplasmique granuleux, là où va être traduit l'ARN, donc en structure primaire d'acide aminé. Dans ce réticulum endoplasmique, la structure primaire va devenir secondaire puis tertiaire. Elle va subir plusieurs maturations, comme des glycolisations qui vont servir notamment au routage de la protéine pour définir où est-ce qu'elle va aller, glycolisations qui vont servir aussi à stabiliser la protéine, à lui donner sa conformation fonctionnelle. L'appareil de Golgi, fin de la glycolisation, de la maturation de la protéine, donc qui est dans la suite réellement du réticulum endoplasmique, vous verrez ça. Appareil de Golgi, et là on voit à t égale 0,5 on voit que nos protéines sont dans l'appareil de Golgi, là, à 0,5. Donc, une demi-heure après l'introduction de nos acides aminés radioactifs, on voit qu'ils ont déjà été utilisés pour produire une protéine. Voilà, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Hop, ça va dans l'appareil de Golgi, au bout d'une demi-heure. Au bout d'une heure, donc c'est une heure, il y a une heure de chasse. Le pulse, c'est un point précis, on introduit notre précurseur radioactif. Et la chasse, c'est une durée qui est ici de 0,5, 1 ou 2 heures. Donc, après une heure de chasse, on observe que nos protéines ont quitté le Golgi et sont désormais dans des vésicules. Et là, on peut se demander où vont aller ces vésicules. Donc, on attend encore une heure et on observe que ces vésicules vont quitter la cellule. Donc voilà, donc il y a un mouvement de migration vers le haut de la cellule. Et donc, elles vont être excrétées de manière exogène. Ce qui est normal pour du mucus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? On a observé où était produite la protéine, on a observé où elle était mise dans des vésicules, et on a observé comment elle était excrétée. Petite parenthèse, la lumière d'une structure, c'est tout simplement dans une vésicule, l'intérieur de la vésicule, Vésicule, si je t'attrape! Voilà. Donc l'intérieur d'une vésicule, l'intérieur d'un canal. Pourquoi? Parce que quand on coupe au microscope, on peut toujours observer, on pourra observer directement la lumière du microscope. On ne verra pas d'autres structures. L'immunomarquage. Il n'y a pas d'exercice réellement sur l'immunomarquage, mais toutes les méthodes qu'on va voir après reposent sur cette complémentarité antigène-anticorps. Donc on va essayer de bien comprendre comment un anticorps fixe un antigène et en quoi il est spécifique et en quoi il n'est pas spécifique. Un anticorps unique ne peut fixer qu'un seul épitope. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un épitope. Je vais donc vous faire un petit schéma, vous allez comprendre très vite. On a par exemple cette cellule. On n'a qu'à dire que c'est un antigène, c'est un élément extérieur au corps. On va mettre antigène 1. Elle a plusieurs épitopes. On va pouvoir définir les épitopes triangles, l'épitope carré et l'épitope rond. D'accord? Ça, c'est sa carte d'identité. On va dire qu'elle est triangle, carré, rond. Ok? Maintenant, moi, je vais produire un anticorps. Un anticorps, il va pouvoir reconnaître qu'un seul épitope de mon antigène. Donc, je vais faire un anticorps anti-triangle. Un anticorps donc, qui a deux branches, parce qu'il peut fixer deux épitopes en même temps. Donc, mon anticorps, il va être capable de fixer l'épitope triangle. Et c'est ça qu'on appelle la spécificité antigène-anticorps. C'est-à-dire que tous les antigènes avec un triangle, eh ben, mon anticorps va être capable de le fixer. Ok? Et mon anticorps triangle, il est incapable de fixer un anticorps rond.
Et quand le virus de la grippe, tous les ans, il évolue, et ben, la grippe de l'année dernière, elle était peut-être triangle, et ben, la grippe de l'année prochaine, elle sera peut-être ovale. Et c'est pour ça que vos anticorps ne sont pas aptes à lutter contre la grippe tous les ans. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Du coup, l'immunomarquage, ça repose sur quoi? On va produire des anticorps, par exemple anticellules d'intérêt. Donc notre cellule d'intérêt, on n'a qu'à dire qu'elle est ronde, cette fois-ci. Et on va produire des anticorps anti-ronds. Et du coup, il suffira de regarder où vont mes anticorps anti-ronds pour savoir où sont mes cellules marquées ronds. Donc en fait, c'est très très simple. À noter, 2 types d'anticorps. En fait, 2 types de groupes d'anticorps. Parce qu'un anticorps, je vous ai dit qu'il marquait qu'une seule et unique épitope. Donc si j'utilise un groupe composé uniquement de triangles, ça sera des anticorps monoclonaux. Parce qu'ils ne pourront reconnaître que des triangles. Mais si j'utilise des anticorps polyclonaux, ça sera par exemple un groupe d'anticorps avec parfois un anticorps triangle, parfois un anticorps rond, parfois un anticorps carré. Et quel est l'intérêt d'utiliser des anticorps polyclonaux? Ça va être que là, je vais fixer qu'un seul épitope de mon antigène, tandis qu'avec des anticorps polyclonaux, je vais fixer les 3. C'est clair? Du coup, avec mes anticorps polyclonaux, je vais fixer à la fois le triangle, à la fois le rond et à la fois le carré. Mais un anticorps seul, il n'est jamais monoclonal ou polyclonal. C'est un groupe d'anticorps qui est monoclonal. Un groupe d'anticorps qui est polyclonal. D'accord? Donc, j'utilise des anticorps monoclonaux. Ils ne reconnaissent que les triangles. Là, je suis très spécifique. Je vais fixer que l'anticorps 1. D'accord? Mais on peut imaginer que notre antigène 2, eh ben lui, il va peut-être il va peut-être aussi avoir un carré sur lui. Et puis il va avoir une étoile ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Et puis lui, il aura besoin d'un anticorps étoile pour être très spécifique. Mais si j'utilise des anticorps polyclonaux, qui vont comprendre dans l'eau aussi des anticorps anticarrés, et ben je vais mettre aussi en évidence des antigènes 2. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était que les antigènes 1. Donc un anticorps monoclonal, il va en fixer qu'un épitope. Le problème, c'est que ça va être très spécifique, mais on va avoir qu'un seul point de lumière. Alors que si j'utilise mes anticorps monoclonaux, je vais fixer le triangle, le rond et le carré. Et à ce moment-là, je vais avoir 3 points de lumière. Et je vais quand même mieux voir. Donc l'avantage des anticorps polyclonaux, c'est que c'est sensible. J'ai besoin d'une très petite quantité d'antigènes pour le récupérer. Tandis que les anticorps monoclonaux, c'est très spécifique. Je ne reconnais que l'antigène 1 avec un triangle. Tandis qu'avec un carré, ouais, je vais mieux voir, parce que j'aurai à la fois le triangle, le carré et le rond. Mais je vais aussi voir un peu d'antigène 2. Donc, il faut faire un compromis entre être spécifique et être sensible. Donc c'est là le point très important de la différence entre les antigènes, les anticorps polyclonaux et monoclonaux. Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer? Ok. Donc, ensuite, plusieurs types de marquages. Pour les voir, évidemment qu'un anticorps, c'est pas visible comme ça. Mon anticorps, quand je vais produire mes anticorps, je vais décider de les produire avec des précurseurs radioactifs, avec des fluorochromes. Je vais rendre visibles mes anticorps. Mon anticorps, il va être observable parce qu'il est radioactif. L'anticorps, il va être observable parce qu'il a un fluorochrome. Donc, quand il va fixer le triangle, il aura, sur le bout de son anticorps, il aura un précurseur radioactif. Et ça, je vais pouvoir le voir. Ça, c'est un marquage direct. C'est-à-dire que si mon anticorps anti-triangle, il va directement là-dessus, et qu'il est directement observable, je vais parler de marquage direct. Le marquage indirect, je vais avoir mon anticorps triangle, qui est tout à fait normal, qui n'a aucun marquage, et je vais rajouter des anticorps anti-anticorps. Quel est l'intérêt? C'est d'amplifier le signal. Si j'ai un anticorps anti-triangle, et ben j'aurais qu'un seul point de lumière si j'étais en marquage direct. Si je me mets en marquage indirect, je vais pouvoir fixer plusieurs anticorps sur cet anticorps. Et au lieu d'avoir un point de lumière, j'en aurais, je sais pas, 2, 3, 4. Vous voyez? Et comme ça, on multiplie le signal qu'on peut observer. C'est de l'amplification. Et ça, on le voit assez bien sur le petit schéma que vous avez dans le poly. Au lieu d'avoir un point de lumière, on en a 2. Ok? Donc c'est l'intérêt du marquage indirect, c'est l'amplification du signal. La GFP. Quel est l'intérêt de la GFP? Ça va donner, je vais vous montrer les images avant, ça va donner ce genre de truc.
Donc la souris fluorescente et puis le petit, je sais pas quoi, la cellule à gauche qui est fluorescente aussi. Comment est-ce qu'on construit de telles choses? Bon, c'est assez simple en fait. Il faut juste connaître les mécanismes de transcription-traduction. J'ai mon ADN qui code pour une protéine, d'accord? Ça, c'est de l'ADN. Il code pour une protéine A. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir où est-ce qu'elle va s'exprimer, ma protéine A. Donc, ce que je vais faire, par génie génétique, je vais faire un organisme génétiquement modifié, ce que vous connaissez tous, les OGM. Je vais rajouter le gène qui produit la GFP. Comment est-ce que je vais rajouter? Je vais simplement le coller ici, par génie génétique. Vous verrez ça en biochimie plus tard. Voilà. Là, j'ai rajouté ma GFP au bout de mon ADN. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir la transcription? Donc, quand il va y avoir la transcription, je vais produire de l'ARN. Ça va être de l'ARN qui va produire la protéine A. Ok? Mais mon ribosome, quand il va avancer, il va continuer, il va produire aussi, il va coller toujours, ça va être collé, de l'ARN qui va produire la GFP. Alors, cette technique de coller un gène à un autre, ça s'appelle la fusion. Voilà, 4 mots. Du coup, j'ai de l'ARN qui est collé, donc la protéine A et la GFP, les deux ARN sont collés. Quel est l'intérêt, encore une fois? Ensuite, on va avoir notre collier d'acides aminés, voilà. Toujours même principe, ça c'est la traduction, transcription, traduction, je passe sur mes acides aminés. Ok, et toujours, dans ma chaîne d'acides aminés, je vais passer sur la GFP ici. Ça appartient à la GFP, ça appartient pas du tout à la protéine A. Du coup, on a toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure, structure secondaire, structure tertiaire, structure quaternaire si on veut, et on obtient au final notre protéine protéine A, liée à la GFP. La GFP qui est fluorescente. Et au final, on a quoi? On a une protéine fonctionnelle, elle fonctionne très bien, on n'a pas touché à son ADN, hein. Elle est juste liée à la GFP. Et du coup, ça nous permet de voir très facilement la protéine A, qui est du coup maintenant fusionnée à la protéine GFP. Donc, un tel gène, ça s'appelle un gène hybride. Un gène qu'on a fusionné comme ça s'appelle un gène hybride. Du coup, après la fluorescence, on a vu tout à l'heure, ça s'observe soit avec un microscope confocal, soit un microscope avec fluorescence. Donc on obtient ce genre d'individu, là, la souris, et la petite cellule. L'hybridation. L'hybridation, ça repose sur la complémentarité des bases, ATCG. Les bases puriques sont complémentaires aux bases pyrimidiniques. Il suffit de connaître la séquence d'ADN recherchée. On produit une séquence complémentaire et les deux vont se rassembler parce qu'elles sont complémentaires. Il suffit que la séquence complémentaire produite, c'est moi qui la produis, donc je contrôle tout, je décide de la produire avec un marqueur radioactif, et si elle est complémentaire à une séquence dont j'ignore la localisation, elles vont être collées, et je vais pouvoir en déduire leur localisation. Vous comprenez? Non? Ok. J'ai une séquence d'ADN. Je connais simplement sa séquence, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle s'exprime. Donc j'ai ma séquence d'ADN. Voilà. Moi, en laboratoire, je connais cette séquence, mais je ne sais pas où elle est. On peut imaginer de l'ARN, hein, c'est tout aussi intéressant. On a qu'à même dire de l'ARN. Je ne sais pas où elle est. Moi, en laboratoire, je vais produire une séquence complémentaire à cet ARN. Donc là, j'ai du A, là, je vais produire du T. Là, j'ai du C, je vais produire du G, etc., etc. Donc, dès que ces deux-là vont être dans le même endroit, ils vont se coller, ils sont complémentaires. D'accord? D'ailleurs, si c'est de l'ARN, ça va être du U, et pas du T. Donc, dès que ces deux-là vont être au même endroit, ils vont se coller. Sauf qu'ici, c'est moi qui les produis. Je contrôle si j'ai envie de lui fixer un marqueur radioactif, si j'ai envie de lui mettre des bases triciées
bah, je fais ce que je veux, et comme ça je peux les voir. Et du coup, dans un tube à essai, je pourrais identifier, tiens, il y avait tel ARN, tiens, il y avait tel ADN présent dans cette cellule, il y avait tel gène. Et ça me permet de voir. Et alors le diapo est décalé, voilà. Ça me permet après de faire l'hybridation in situ. Ça permet de le faire dans la cellule même. Pendant qu'elle est vivante, j'ai juste à mettre mes brins complémentaires, marqués, et j'observe où mes brins complémentaires vont aller se fixer. Et comme ça, j'en déduis la localisation de mon ARN dans la cellule. Je ne sais pas où il en est, il était peut-être au niveau du réticulum endoplasmique, il était peut-être encore dans le noyau. Et j'ai juste à observer comme ça. Donc principe, complémentarité des bases qu'on a vu, ATCG. Voilà. Et comme c'est moi qui les produis, je la marque comme je veux. Ces sondes d'hybridation, elles vont avoir aussi un sens dans les Northern Blot et dans les Southern Blot. Northern Blot, un R dans Northern, c'est pour identifier l'ARN. Southern Blot, c'est pour l'ADN. Northern Blot, on va donc définir si telle ou telle cellule a produit tel ou tel ARN. Grâce à cette complémentarité des bases, grâce à l'hybridation qu'on vient de voir. Northern Blot, exactement la même chose, mais avec de l'ADN. On veut savoir si telle ou telle cellule avait tel ou tel gène. Exactement. Différence sur le Western Blot, où on identifie une protéine, et au lieu d'utiliser une séquence complémentaire, on va utiliser un anticorps. Hybridation in situ, on vient de la voir, et plus ADN, on verra plus tard. Western Blot, principe, séparé par électrophorèse différentes protéines. Donc on obtient un genre de résultat que vous pouvez voir là. On les sépare suivant quoi? On les sépare essentiellement suivant leur poids et leur forme. Leur charge, c'est un peu différent. Étant donné que dans la majorité des cas, on va les dénaturer avec du SDS, du dodécyl sulfate de sodium. Quel est l'intérêt de les dénaturer? Eh bien, nos protéines, on aimerait les séparer selon un seul critère. S'il y a 10 critères en même temps, ça va être inexploitable. Donc on veut les séparer que selon un seul critère, leur taille et leur forme. C'est lié, c'est la même chose. Donc on va les poser sur un gel de polyacrylamide, le PAGE. On les pose sur un gel de polyacrylamide, c'est un gel maillé, c'est un filtre qui va les empêcher d'avancer, ça va ralentir leur progression. Exactement la même chose que dans la densité tout à l'heure. Le but c'est que si c'est partout la même chose, bah, ça va aller au fond, ça va aller jusqu'au bout. Donc le but c'est de les ralentir. Voilà. Le but c'est de les ralentir pour que les plus lourdes n'avancent que très très peu et que les plus légères puissent se frayer un chemin entre les mailles. J'ai fait la comparaison avec la centrifugation, mais là il n'y a aucun gradient, hein. C'est toujours la même chose. Donc on pose nos... classiquement ça va être un SDS PAGE, on pose notre pool protéique sur le début de l'électrophorèse, au niveau de la cathode, donc le moins. On pose nos protéines ici. SDS PAGE, ça dénature, ça les charge toutes négativement. Donc toutes nos protéines vont être chargées négativement. On n'aura pas une chargée plus, il n'y en a pas une chargée moins. Donc elles sont toutes chargées de la même manière. Elles vont toutes migrer, d'un point de vue électrique, de la même manière vers l'anode. Et donc la seule différence qu'il y aura entre ces protéines, ça va être leur poids. Ainsi, on les sépare suivant leur poids. Voilà, donc ça c'est l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est une partie du Western Blot. C'est pas le Western Blot, c'est une partie du Western Blot. Donc on les sépare, elles migrent. Elles sont invisibles à l'œil nu, hein, c'est les protéines. Vous n'avez jamais vu de protéines, moi non plus. Et on va les révéler. On va les révéler comment? Le Western Blot, c'est le principe de révélation. Ça va être grâce à des anticorps. Et on va révéler qu'une seule protéine. On va révéler, ou plusieurs, mais on va en révéler que les protéines qui nous intéressent, grâce à des anticorps. Par exemple, grâce à l'anticorps anti-triangle, on va pouvoir voir s'il y avait notre antigène 1 dans l'échantillon qu'on a pris. Voilà. Donc, comment on fait? On fait notre électrophorèse. Nos protéines migrent, suivant leur poids. Les plus lourdes restent près de la cathode, et les plus légères vont vers l'anode. C'est logique, les plus légères ont besoin de moins de force pour aller plus loin, tandis que les plus lourdes sont très retenues par le gel de polyacrylamide. Ensuite, une fois qu'elles ont migré, c'est la fin de l'électrophorèse, on ne peut pas travailler sur un gel d'électrophorèse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le blot. Le blot, c'est quoi? C'est le transfert sur membrane de nitrocellulose. Et c'est pour ça que ça marche, le blot. Donc on transfère sur membrane,
Nos protéines n'ont pas bougé, simplement on les a changées de support. D'accord? Ensuite, on arrive avec nos protéines qui sont classées simplement par taille. Elles sont juste plus au même endroit. L'intérêt, ça a été juste de les déplacer et de les classer par taille. Sinon, elles étaient toutes au même endroit, c'était inexploitable. On ne pouvait pas voir qui était séparé de qui, etc. Maintenant, on fait quoi? On prend nos anticorps anti-A, anti-B, anti ce qu'on veut, et on va pouvoir révéler nos anticorps grâce, encore une fois, des anticorps radioactifs, des anticorps avec un fluorochrome, ou ce que vous voulez. Et après, il n'y a plus qu'à observer, et on regarde si la protéine d'intérêt est présente, si elle n'est pas présente. C'est une méthode semi-quantitative, donc on peut savoir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, par rapport à un échantillon. Regardez, il y a un exemple après qui est pas mal. Donc là, c'est juste un exemple de migration. À gauche, on a coloré au bleu de Koumassi, donc c'est pas un Western blot, parce qu'on n'a pas utilisé d'anticorps. À gauche, révélation au bleu de Koumassi, c'est juste une électrophorèse en page. On révèle, et on observe toutes les protéines au bleu de Koumassi. C'est un marqueur protéique. Du coup, vous voyez, c'est pas très exploitable comme image. En revanche, Western blot, on décide d'observer qu'une seule protéine, et là on observe que dans nos échantillons 1 et 2, il y a la même quantité de protéines. Donc voilà, donc ça a peut-être un intérêt dans l'expérience. Là, je connais pas l'expérience, mais voilà. On sait que nos deux cellules produisent la même protéine. Voilà. Exemple d'exercice avec un Western blot. Ici, c'est des protéines que vous allez revoir assez souvent, entre guillemets. C'est les protéines P53 et Bax, c'est des protéines qu'on va étudier dans le cadre de l'apoptose. Donc, vous voyez, le Western blot en haut à gauche, on observe P53 au temps 0, il est très très faible, presque inexistant. À 12 heures, on voit qu'il commence à prendre un peu de consistance, et à 24 heures, il y en a beaucoup. Même chose pour Bax. Bax, à temps 0, il y en a 0. À temps 12, il commence à y en avoir beaucoup, et à 24 heures, il y en a encore plus. Ça, c'est semi-quantitatif. Je ne peux pas être plus précis que ça, je sais juste que ça augmente. Ok. BCLX, même chose, mais décroissant, il y en a de moins en moins, etc., etc. Je vous laisse faire ça pour toutes les lignes. Comment est-ce que je peux dire ça? J'ai le droit de dire ça uniquement à cause de l'actine. Vous allez me dire, mais je comprends, enfin, l'actine, c'est le cytomotosquelette, quel est le rapport avec l'apoptose? Justement, il n'y a aucun rapport. Le but, c'est d'avoir un témoin. C'est pour me prouver que mon expérience, elle n'est pas erronée. Donc l'actine, c'est normal qu'elle soit constante tout au long de l'expérience. S'il y avait 0 actine, ça veut dire que mon échantillon, il était complètement faussé. S'il y avait énormément d'actine par rapport aux autres, ça voudrait dire que j'ai pris énormément de protéines, donc c'est normal que j'en ai plus au final. Donc il faut que j'ai la même quantité d'actine à chaque fois. À peu près, vous voyez, là c'est à peu près pareil à chaque fois. Donc je peux dire que j'avais la même quantité de protéines au début pour les 3 échantillons. Et ça veut dire que mon expérience n'est pas fausse. Donc je peux comparer les différentes colonnes. C'est tout le but d'un témoin. À droite, c'est la même chose, mais avec un Northern blot. Donc, on étudie la production d'ARN dans différentes parties du corps, vous voyez, dans les muscles, dans le cerveau, etc. Et du coup, ça nous permet de déduire quel individu va produire tel ARN dans tel tissu. Donc lui, on peut imaginer que celui qui est Agouti 86, il a des problèmes dans les muscles, parce qu'il ne produit pas son ARN dans les muscles, il n'en produit pas non plus dans le cerveau, ni dans la graisse blanche. Immunoprécipitation, toujours ce principe éternellement le même de complémentarité antigène-anticorps. On a dans un tube à essai de nombreuses substances, on veut isoler une substance A, et bien on met un anticorps anti-A, et ça précipite. On a juste à le séparer après par centrifugation. Alors quel est l'intérêt d'immunoprécipitation? Seule l'immunoprécipitation n'a pas un intérêt incroyable. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est la co-immunoprécipitation. La co-immunoprécipitation, on veut chercher à déterminer une interaction entre A et B. Je sais qu'il y a A dans mon tube à essai, j'ai un anticorps anti-A, donc j'arriverai à précipiter le A. Si je veux déterminer une interaction entre A et B, s'il y a B aussi dans mon tube à essai, si les deux interagissent en même temps, j'aurai juste à précipiter A pour que B coule en même temps que A. D'accord? Donc, je récupère mon précipité. Je ne sais pas encore s'il y a B dedans. Je le passe sur un Western blot.
Et si sur mon Western blot, j'observe du B, eh bien je pourrais en conclure que A et B ont interagi en même temps, vu que je n'ai précipité que A. Si je n'ai précipité que A, en théorie, je devrais avoir que A. Sauf que j'ai du B. J'en conclus donc que A et B étaient liés. Il y avait une interaction entre A et B. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour déterminer les interactions entre protéines. Du coup, voilà, à chaque fois, pareil pour l'immunoprécipitation, révélation en blot, on repasse ça sur électrophorèse et révélation par anticorps anti-A marqué. Coimmunoprécipitation, c'est fait. Un exemple de coimmunoprécipitation. Là, on immunoprécipite du MDM2. MDM2, encore une fois, c'est l'apoptose, donc on réobserve P53. Et on veut chercher à déterminer une interaction entre MDM2 et P53. Comment est-ce qu'on va conclure qu'ils interagissent ensemble? Eh bien, déjà, dans la colonne MDM2 plus luciférase, on n'observe pas de luciférase. Ça prouve bien que MDM2 a précipité seul et qu'elle n'a pas emporté n'importe quelle protéine. Elle a précipité seule. Pas de luciférase, pas de P53. Donc déjà, on est sûr que mon anticorps anti-MDM2, il reconnaît bien que le MDM2 et il ne reconnaît pas le P53 et il ne reconnaît pas la luciférase. À gauche, MDM2 plus P53. On observe évidemment la trace du MDM2, vu qu'on l'a immunoprécipité. Et on observe aussi du P53, entre guillemets étrange, vu qu'on ne l'a pas précipité. On en conclut quoi? On en conclut que P53 était attaché à MDM2 quand on a précipité MDM2. Conclusion, MDM2 et P53 interagissent ensemble. Voilà. Conclusion. Quand on a une expérience, très important le témoin. C'est ce qui permet de comprendre l'expérience, de savoir de quoi on parle. L'actine, tout à l'heure, c'était pour bien montrer qu'on avait pris la même quantité de protéines dans les trois poules. Voilà, il faut savoir ce qu'on observe. Un blot, c'est quand même, ça se ressemble beaucoup, que ce soit un western blot, un southern blot, un northern blot. Il faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Et même quand vous êtes un peu perdu dans l'exercice, vous regardez, tiens, là il y a un northern blot, et ben je sais qu'on étudie l'ARN. Donc, il faut que je m'attende à des questions sur tout ce qui est transcription. Il ne va pas falloir aller chercher hyper loin. Voilà, même chose pour tout. Savoir toujours ce qu'on demande. C'est pas idiot de lire les questions avant parfois un document, ça dépend après de la manière dont vous voulez travailler. Mais demandez-vous toujours qu'est-ce que l'auteur de l'exercice a essayé de me faire chercher. Pourquoi est-ce que j'ai tel document? C'est chiant à faire un exercice, donc on ne s'amuse pas à mettre des documents pour le plaisir. Ils ont toujours une utilité dans la démarche de raisonnement. Donc vérifier les conditions de validité, c'est surtout le témoin. Et la plausibilité du résultat. Un neurone ne va pas se reproduire 1000 fois en une journée, c'est impossible. Voilà, donc ça vous ferez votre propre expérience. Et puis je crois que c'est tout. Alors, vous êtes bientôt libérés, quelques minutes de patience. Ah là là! Alors, déjà, petite info, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas reçu de polycopier. Ils seront disponibles non pas cet après-midi, mais demain matin. Et en plus, c'est logique, vous avez cours demain matin. Donc avant d'aller en cours, allez récupérer vos polys. Sinon, là, voilà, vous avez expérimenté vos premiers cours de pré-rentrée. En dehors des cours, il y a des choses bien plus relaxantes, divertissantes pendant la pré-rentrée. Des pots, le fameux déjeuner de pré-rentrée à la fin. Vous pouvez passer au bureau, régler les 3 € pour participer au déjeuner de pré-rentrée. Il y aura aussi un cours de méthode et une présentation des filières. Alors là, donc, vous savez que cette pré-rentrée est organisée par l'association le C2P1. Donc cette association, elle est faite pour vous. Ce sont des étudiants bénévoles de 2e et 3e année qui la gèrent pour s'occuper de vous dès la pré-rentrée, mais aussi tout au long de l'année. Donc vous savez, on vous apporte un soutien à la fois scolaire et moral. Par scolaire, on vous accompagne dans votre travail par des concours blancs, on organise des groupes de travail sur les matières les plus difficiles, on vous fournit des annales pour vous entraîner. Et surtout,
on répond à toutes vos questions sur le nouveau forum du C2P1. Je parle surtout aux tout blancs qui connaissaient notre ancien forum, je ne citerai pas l'adresse pour pas que vous alliez voir. Mais maintenant, on a déplacé le forum. Et le nouveau forum se trouve sur l'adresse forum.c2p1.fr. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ce forum pour lire les questions des autres ou poser vos propres questions. Les tuteurs sont là vraiment pour répondre à vos interrogations le plus rapidement possible. Et ensuite, voilà, le C2P1 vous soutient moralement en dehors du plan du travail, avec le parrainage. Vous pouvez être parrainé, être mis en relation avec un étudiant de 2e ou 3e année qui vous accompagne, vous soutient, vous donne des conseils. Et aussi, voilà, par quelques événements festifs, de grosses soirées et de voyages. Maintenant, je vais donner la parole à notre trésorière, Félicie, qui va vous parler d'un super partenariat avec le LCL.